Salut les gourmands, je suis ravi d'être une nouvelle fois avec vous et aujourd'hui à Lausanne, j'ai la chance d'accueillir Jacques. Bienvenue Jacques. Merci pour cet accueil dans la nature avec une très belle énergie entre le monde de la connexion au ciel par ce séquoia et puis la fontaine et tout. C'est un vrai bonheur. Merci pour cet accueil. On est entouré de nature au milieu de la ville de Lausanne pour parler d'un sujet qui m'est cher, c'est le monde du vivant, le monde de la vie. Et je suis ravi d'être avec toi Jacques pour nous parler de ce monde. J'ai suivi tes recherches avec attention, les vidéos, tout ce qu'en fait tu partages, j'allais dire d'une manière vraiment gratuite et généreuse. Et c'est pour ça que tu es à Lausanne ce soir aussi pour une conférence sur le thème du vivant. Est-ce que tu pourrais nous dire rapidement ton parcours pour situer? Donc c'est un petit peu ce que je raconte dans l'histoire cette vidéo extraordinaire qui m'a été pas imposée, mais du moins moi j'étais pas trop partant, je m'attendais pas du tout à ce que ça allait générer, mais c'était tellement facile pour moi quelque part d'exprimer quelque chose que je vis avec passion que ça fait boule de neige et maintenant il faut assumer le succès de cette vidéo, Nourrir notre âme, qui a été challengé, on va dire, qui a été mis sur Internet, sur une plateforme, sur une plateforme oui. Du Chou Brave. Le Chou Brave, voilà. Citons-le en passant. Voilà. Et donc, en fait, qu'est-ce qui nourrit notre âme? Puisque c'est ça un petit peu la finalité, eh bien, en général, c'est ce qu'on aime. Mais qu'est-ce qui peut nourrir les cellules dans la mesure où l'information doit pénétrer dans les cellules? Et c'est vraiment quelque chose qui est vivant, quelque chose qui a la capacité d'être en cohérence avec ce que demande la cellule. Et à l'intérieur de cette cellule, il y a une zone qui est notre jardin secret identitaire et qui va savoir ce dont a besoin la cellule. Encore faut-il que l'information véhiculée pour la matière soit suffisamment puissante et vivante pour qu'elle puisse interpeller la cellule et y pénétrer. C'est ça que j'appelle la cohérence. Et dans ce qu'on peut dire qui nous nourrit vraiment, il y a par exemple le bruit d'un ruisseau, la force, le ressenti d'un arbre, le rire d'un bébé, l'odeur, là, les acacias en fleurs, c'est génial avec les abeilles dedans. Tout ça, c'est la base de la nourriture. Si en plus on mange une alimentation vivante, en général crue, et le règne végétal pour ça est vraiment l'idéal parce que c'est le règne le monde sacré de l'eau, comme cette eau qui coule là. Le règne végétal a une capacité extraordinaire de nous amener ces informations vivantes, surtout quand elles sont au stade du début d'expression comme une graine en début de germination, très riche en biophotons, la base de la communication entre les cellules et l'information qui part de la graine. Biophotons. Biophotons, la lumière pure. Voilà. Alors ce qui est important, c'est de mieux comprendre comment fonctionne la cellule. Donc tout ce qui touche le monde de la biologie cellulaire et qui est en lien direct avec le règne végétal justement, par rapport à sa conception même. Mais ce qui est important, c'est de saisir maintenant l'évolution de notre capacité de faire bouger l'intérieur de la cellule en fonction de l'ambiance dans laquelle on vit. L'ambiance, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Ouais. C'est-à-dire que l'environnement dans lequel on vit a un impact direct sur l'intérieur de la cellule, en l'occurrence sur les gènes de la cellule. Donc, arrête-moi si je me trompe, l'épigénétique pourrait être l'environnement dans lequel les œufs de tortue, par exemple, arrivent et en fonction de la température de l'eau, cet œuf va aller vers, disons, des gènes mâles ou des gènes femelles, ce genre de choses ou... Oui, c'est-à-dire qu'on ne va pas rentrer trop dans les détails, mais on peut dire qu'en fonction d'un environnement qui entoure la cellule, donc le liquide interstitiel entre autres, on peut, par le biais de la capacité à nos liquides du corps physique de capter des informations, on va pouvoir agir
jusqu'à l'intérieur de la cellule. C'est ça la base de l'épigénétique. Ouais. Et c'est ce qu'on appelle, ça c'est Bruce Lipton qui le décrit dans un livre très intéressant que j'invite les gens à lire, c'est la biologie des croyances, c'est-à-dire que nos pensées font partie de la capacité d'action sur l'intérieur de nos cellules, en l'occurrence les gènes de nos cellules, c'est-à-dire la capacité ou de réparation ou carrément de modification. Et c'est là où on est maintenant actuellement dans des aventures, on va dire, de découverte du vrai fonctionnement et du vrai pouvoir du vivant, c'est de, je vais pas dire ressusciter les morts, et encore c'est quoi la mort, si ce n'est un passage, un état du vivant exprimé physiquement, ou qui se met au ralenti, qui s'exprime plus, donc qui s'éteint, qui n'est plus dans le processus lumière exprimé. Et donc c'est quelque chose qui ramène de la lumière dans des zones chaotiques, des zones sombres. Voilà. Et ça, le règne végétal, l'alimentation vivante a ce potentiel. C'est vraiment important de comprendre ça. Or, la problématique actuelle, c'est la pollution par les ondes électromagnétiques artificielles. Parce que non seulement ça perturbe le règne végétal, mais ça entrave la bonne communication entre les cellules naturelles d'un être vivant. C'est pas que l'humain, mais l'humain, c'est le fruit d'une synthèse du minéral végétal animal. Et donc, comme ça perturbe tout ce vivant, même le règne minéral, on peut quand même se poser la question très sérieusement, jusqu'où on va aller dans la destruction, dans la chaotisation du vivant par les ondes de télécommunication artificielle. Je pense qu'il faut réfléchir très rapidement là-dessus et sachant que nos pensées sont aussi des ondes, que peut-être ça serait bien de communiquer par T-mail, télépathique mail, hein, pour remplacer les portables, les ordi. Exactement. Voilà. Donc il est temps de prendre conscience du mode de vie dans lequel on est, et je pense que les scientifiques doivent s'unir pour trouver des moyens de neutraliser et d'arrêter des émissions d'ondes qui sont à l'origine du chaos climatique dans lequel on vit, qui n'a rien à voir avec le carbone d'ailleurs, soit dit en passant, mais là, c'est un sujet qui fait débat, mais pour moi, il n'y a aucune ambiguïté. Le carbone n'a rien à voir dans les problèmes du climat, c'est essentiellement les ondes électromagnétiques artificielles qui font comme un gros four à micro-ondes et qui agitent les molécules de vapeur d'eau de l'air et qui sont prépondérantes dans l'apparition de la vie sur Terre. Et là, on est en train de détruire le vivant tout simplement par des choses débiles qui sont des overdoses d'ondes électromagnétiques artificielles. Donc là, tu parles plus de tous les êtres vivants, plus que uniquement de l'humain, et tu nous parles de perturbations majeures qui apportent confusion, qui apportent destruction, qui mettent dans l'ombre un certain nombre de choses simples et normales et uniques. Parce que le vivant peut être considéré comme unique. Oui, unique dans le sens où il n'y a pas deux éléments vivants identiques, comme il n'y a pas deux humains identiques. Voilà. Donc c'est la spécificité de chacun qui fait la biodiversité et la richesse du vivant. Hein? Et c'est ça qui est dramatique. Entre la pasteurisation de l'humanité par la vaccination, entre la destruction du vivant, de la biodiversité par tout le mode de vie, c'est-à-dire la pollution chimique, les modes de culture, la déforestation, plus les ondes électromagnétiques, on est en train de faire disparaître ce sur quoi l'humain est construit, la biodiversité. Donc, ce qui est important quand même de mettre en avant, bien qu'il ne faut pas que ce soit une excuse pour continuer à vivre de cette manière-là, c'est que ce n'est pas parce qu'on ne voit plus quelque chose qu'elle est détruite. Intéressant. Elle est dans le monde du non-visible et elle attend le moment pour réapparaître dans la mesure où l'équilibre ou l'ambiance dans laquelle elle apparaîtra lui correspondra. J'insiste sur le fait que la vie ne meurt jamais. Elle disparaît et elle réapparaît en fonction du contexte qui lui permet d'apparaître. D'accord ? C'est comme l'eau.
L'eau apparaît là où la vie le demande. D'accord? Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que c'est la plante vivante qui attire l'eau. On est bien d'accord? C'est ça notre gros problème. Si on détruit la biodiversité, il est bien évident qu'on va créer un chaos au niveau du cycle de l'eau sur la planète. Et en plus, la molécule d'eau réagissant de manière phénoménale aux ondes électromagnétiques, artificielles, elle ne sait plus où elle en est. C'est ou un chaos excès d'eau ou un manque d'eau. Voilà, excès. En tout cas, c'est très inspirant ce que tu nous dis. Moi, j'aimerais t'entendre sur le fait que tu nous parles d'invisible. Alors, nuance. Parlons de non-visible. Alors, si l'on parle de non-visible, parce que tu parles de destruction de la biodiversité, franchement, c'est déjà en marche, on le sait. Alors, oui, quelque part, énorme. Si la non-visibilité autour de moi, la destruction des insectes, de la vie, de la biodiversité d'une manière générale, si elle est non visible pour moi en tant qu'humain, ici même, là, sous ce magnifique arbre, comment, selon toi, je devrais réagir pour davantage aller vers le vivant, si finalement tout est non visible? Alors, en fait, on ne voit que 0,5% de la réalité. C'est une approximation. Les scientifiques ne sont pas toujours... Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a 99,5% du non-visible qui permet aux 0,5% de visible d'apparaître. Donc, ce qui est très intéressant, c'est si on réactive des lieux où la biodiversité est à nouveau en place, comme le fait nos chers amis Raphaël et Babette Colici au centre Oléa Terme, à côté de l'Odève à Saint-Privat, où j'ai redécouvert des insectes, des oiseaux. Il y a une telle biodiversité qui s'est installée depuis 15 ans. C'est un vrai conservatoire on va dire, du règne végétal entre les oliviers et tout ce qu'il a trouvé un peu partout, des kakis, des grenades, tout ça, que les insectes reviennent. Et c'est pour ça que j'insiste sur, actuellement, regarder l'homme qui plantait des arbres. Sincèrement, c'est un vrai bonheur de regarder ça. Et ceux qui ont un peu de sensibilité, ils peuvent vraiment remettre dans leur programme une mission de reboisement, mais même si c'est qu'un arbre dans leur vie, ils participent. C'est l'histoire du colibri. Hein. Eh bien, sur un lieu totalement désertique, ça c'est l'histoire de l'homme qui a planté des arbres de Jean Giono, qui date quasiment d'un siècle, cette histoire, qui a été mise en film qu'on peut trouver facilement sur Internet, sur YouTube, ou même on doit pouvoir l'acheter, je ne sais pas bien où ça se trouve. Mais j'insiste sur le fait que j'associe dans ce film-là que l'eau apparaît si la vie le demande. C'était un endroit où il ne pleuvait plus. Le fait d'avoir reboisé, d'avoir mis en œuvre tout un tas de contextes en fonction certaines variétés d'arbres dans des zones qui s'y prêtaient, etc., etc., eh bien, 30 ans plus tard, il y avait à nouveau la vie, les sources qui coulaient, les insectes, les petits animaux, les moyens, les gros et les humains qui sont revenus coloniser cet espace avec des enfants, etc., etc. C'est ça le modèle de demain qui nous a été donné il y a un siècle et que malheureusement on a peut-être mis un peu trop vite sous le placard. D'accord ? Je sais aussi que tu as participé à un documentaire avec Tal et avec d'autres personnes inspirantes autour de ce thème de passer de la peur à la joie. Voilà. Et il y a eu peut-être ce mot croyance juste avant dont nous avons légèrement effleuré le sens. Est-ce que tu penses que chacun pourrait justement travailler aussi sur soi? Tu me parlais des pensées qui génèrent aussi des ondes. Est-ce que ces mots t'inspirent? Est-ce que tu as quelque chose à nous partager avec cette transformation de l'humain au niveau des croyances, au niveau des pensées, au niveau de qu'est-ce que je peux faire moi ici dans mon quotidien? Moi je crois qu'il y a des dogmes qui datent de 2 siècles, on va dire 2 siècles et demi même. Hein. Le siècle des Lumières qui on nous a fait croire, qui nous ont amenés dans quelque chose de lumineux, mais en fait ça nous a bien entraînés dans l'obscurité. Et donc il est temps de mettre ces dogmes à la poubelle et de revoir la copie. Moi je t'avais même entendu parler du siècle des ombres, oui, c'est ça. Du siècle des Lumières. Oui, c'est ça. Et donc
Donc pour ceux qui veulent qui veulent lire le scénario que j'ai fait suite à ce film, hein, de la peur à la joie, il faut aller sur mon site êtresouverain.com et puis à la page média, il y a le film Amcha et puis sur le côté, sur cette page-là, il y a marqué de la peur à la joie en PDF. Donc c'est tout un scénario de proposition de mode de vie, mais ça décoiffe. Donc je peux pas, là c'est assez long, je peux pas en parler là, mais simplement, il faut revoir tout simplement certains dogmes qui nous ont bloqués et que maintenant il est temps de partager, que vraiment c'est important, très important. Mais concrètement, je pense qu'il faut vraiment prendre ça à la lettre, passer de la peur à la joie. Donc dans ce petit film, hein, avec les interventions successives, je parle beaucoup du jardin, de faire son jardin. Et donc, le mot « travailler sur soi » me dérange un peu. Je préfère prise de conscience de ce que l'on est. Donc une quête d'identité de soi par rapport à l'histoire de vie qu'on est venu, qu'on a choisi de vivre, hein, en tant qu'être incarné, être spirituel, hein, avec un corps, une âme et un esprit, guidé par son esprit. Est-ce que ce que l'on vit correspond à ce que l'on est? D'accord? Et je pense que cette vraie alchimie qu'on doit faire, c'est la quête de soi. Et en l'occurrence, la nature est là pour nous guider dans ce sens-là. Donc, non seulement on réactive l'énergie et les esprits de la nature, et dans lequel on va pouvoir faire une forme de synergie, de symbiose et de rentrer en cohérence, d'accord, avec globalement l'identité de soi, qui suis-je, et trouver le chemin qui nous correspond. Je dirais que, en fait, on va identifier l'être que l'on est vraiment, et on va s'ouvrir à la vie et non pas se propulser dans quelque chose qui n'est peut-être pas ce que la vie nous propose vraiment. C'est-à-dire avoir la confiance inébranlable dans une proposition de la vie, ce que j'appelle la sainte chronicité, qui va nous ouvrir les portes sur un chemin qui nous correspond. Et bien souvent, on est formaté, on croit que c'est ça qu'il faut qu'on fasse ou c'est ça qui... Non, on fait du jardin, on se laisse totalement guider par la nature pour nous emmener vers quelque chose qui nous correspond. Voilà. C'est ça vraiment que... Donc ça veut dire qu'il y a une position un peu d'ouverture, d'être ouvert à ce qui passe, à ce qui vient, sans chercher, comme tu dis, ce geste et ce mot-là que tu montres. Je ne fonce pas tête baissée dans quelque chose qui ne me correspond pas ou qui est en dehors du vivant finalement. Oui, c'est-à-dire, ça peut ne pas nous correspondre. Ce n'est pas obligatoirement en dehors du vivant, mais simplement, il faut comprendre qu'on vit en permanence dans un monde qui est le reflet du non-visible. Le visible est le reflet du non-visible. Et c'est dans le non-visible qu'il y a la direction du chemin. Mais bien souvent, on ne voit pas le non-visible. On ne voit pas un événement qui nous arrive et qui est une synchronicité qui nous oriente vers un chemin. Non, on passe à côté du chemin. Et c'est trop dommage. Donc c'est pour ça qu'il faut faire comme une forme d'arrêt sur image de ce que j'appelle moi de l'apnée. Hein. L'apnée, ça nous évitera de faire l'apnée du sommeil. Faisons dans la journée un temps de pause, arrêt sur image, pour être conscient de ce que l'on est vraiment dans le contexte où on vit. Et est-ce que ce que l'on vit correspond vraiment à ce que l'on est? Voilà, c'est la bonne question. Et progressivement, aller vers ce que l'on est et faire ce que l'on est, qui est le reflet de quelque chose qui est la vie en nous. D'accord? C'est là que naît le sens, justement. Et c'est là où les portes s'ouvrent. Et c'est là qu'on peut voir les choses qui nous passaient d'habitude devant le nez et qu'on ne saisissait pas. D'accord? Donc on va... Alors, pour ça, il y a des techniques. Moi, le sun gazing, que je pense les gens connaissent, hein, c'est lever et coucher du soleil, où on va vraiment être baigné par toutes les informations qui nous fécondent par le soleil. D'accord? Et qui sont alchimisées par l'atmosphère terrestre, adaptées à la vie, au vivant, correspondant à l'instant T au quotidien, en permanence. Et donc tout ça, faut être conscient de ça. Quand on perd sa vie à la gagner en regardant toujours par terre et en oubliant
que c'est grâce à la lumière et aux nuages et à la vie dans les airs, aux oiseaux. Voilà, on oublie qu'il y a des chemtrails. Je sais que c'est important, mais on les oublie, on n'y pense même pas, parce que nos pensées agitent les particules qui sont répandues dans l'atmosphère terrestre. D'accord? Donc on rentre dans un état de confiance dans le vivant, parce que la vie disparaît mais ne meurt pas. Elle réapparaît dans la mesure où on lui crée les conditions de réapparaître. D'accord? Magnifique. Très inspirant, Jacques. En tout cas, merci pour cette opportunité qui est un peu à la bourre, je dirais, mais enfin, tout se passe très bien. C'est la sainte chronicité. C'est la sainte chronicité. Je crois que tu as un calendrier assez chargé, ça a l'air excitant tout ce que tu partages et toutes les recherches que tu continues à développer. C'est fatigant, mais c'est un vrai bonheur. Voilà. Et c'est très nourrissant. Même si on n'a pas toujours le temps de manger, mais je maigris pas, au contraire, donc je comprends pas trop comment. Mais c'est pas grave, c'est bien comme ça. Parfait. Voilà. Merci pour ces mots, c'est vraiment très inspirant. Et merci encore une fois, Jacques, pour ce moment de partage. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour la suite des aventures. Merci. Ouais. Merci. Merci de votre écoute. Bye bye.